Madame Guichard-Spicca, directrice des archives départementales des Yvelines, qui nous suit depuis aussi des années et avec laquelle on est vraiment très heureux de communiquer en permanence. Merci, madame. Mesdames, Messieurs, bonjour. Je vous remercie de cette invitation et je suis très heureuse de cette magnifique occasion pour croiser les regards autour de la construction de la mémoire et d'une mémoire en partage. Mon propos aujourd'hui sera d'ouvrir une réflexion sur la manière dont les liens entre société historique et archives se tissent au travers du temps et au travers de notre temps présent. L'histoire des sociétés savantes et l'histoire locale appartiennent désormais au temps long et ont fait l'objet de nombreux travaux et ouvrages de réflexion scientifique. Donc je ne vous proposerai pas aujourd'hui, dans cette intervention, une synthèse historique, loin de là. D'autres l'ont beaucoup mieux fait que moi, mais j'aborderai justement des synthèses d'évolution pour, en particulier, tenir compte de l'impact sur les jeunes générations et tracer quelques perspectives communes. D'après les analyses faites par les universitaires sur le genre histoire locale, qui serait une opération intellectuelle particulière appliquant des méthodes propres et une certaine manière d'appréhender l'histoire locale serait un genre singulier. Mais nous nous attacherons donc à cette singularité dans la manière de penser et d'appréhender la notion de local. La première des singularités, c'est la figure même de l'érudit. Elle est constitutive de l'histoire des sociétés savantes, identifiée par l'archétype qui est au XIXe et au XXe siècle, le notable et toutes ses sous-catégories, le noble, le curé, l'instituteur ou encore même l'archiviste. À cette figure, il faut adjoindre une méthode spécifique consistant en la déclinaison de spécialisation, s'adaptant aux différentes représentations collectives portées sur un espace défini. Elle renvoie aux frontières de la nature, de l'histoire, de la politique, de la pratique religieuse qui maillent les territoires. Ainsi, les érudits sont à la fois des géographes, des historiens, des sociologues, psychologues, ethnographes, statisticiens, géologues, botanistes, et nous pourrions encore prolonger longuement cette liste. Cette capacité particulière à aborder une science, bien souvent dite d'histoire, sous le prisme complexe de spécialités multiples et croisées, a été longtemps perçue comme un émiettement disciplinaire, tout en étant par ailleurs un argument pour opposer la figure de l'historien professionnel, le professeur, l'universitaire, de celle de l'amateur, souvent qualifié, d'historien du dimanche. Pour autant, l'érudit reste un homme de terrain, disposant d'une connaissance étroite avec son milieu et la reconnaissance de ses pairs. Sa notabilité lui permet à la fois de capter l'information, de la recevoir, tout en la rendant légitime. Le souci de la transmission d'une somme de connaissances qui se veut exhaustive transforme l'érudit en garant de cette connaissance. Mais comment pouvons-nous matérialiser cette somme de connaissances ? Et donc ce sont les archives des érudits qui vont nous permettre de comprendre les mécanismes de cette singularité. Les fonds d'érudits sont des archives privées qui prennent toute leur place aux archives départementales en tant que complément de compréhension de notre territoire, que seules les archives administratives ne pourraient donner. Il n'en reste pas moins des objets complexes, à bien des égards, dont je vais essayer de vous donner quelques aspects. Jusqu'en 1944, les fonds d'érudits sont placés dans la série F, série dévolue aux pièces isolées, quelles qu'en soient les thématiques ou les périodes chronologiques. Il faut attendre la circulaire du 15 avril 1944 qui crée la série J pour voir à ce moment-là les documents entrés par voie extraordinaire dans nos fonds. Et donc les fonds des érudits et les fonds des sociétés savantes viennent alimenter cette nouvelle série. Dans cette série un peu particulière, donc des entrées par voie extraordinaire, nous avons donc deux grands ensembles, les travaux d'érudits, et puis un autre ensemble que je vais vous détailler, qui sont les monographies d'instituteurs. Je les fais rentrer dans cet ensemble de travaux historiques et travaux d'histoire locale, parce que nous avons donc deux grandes particularités. Le fonds d'érudits est caractérisé par plusieurs éléments. La première, c'est bien évidemment l'appartenance du donateur à une société savante.
Au sein des archives, départementales, nous disposons de 43 ensembles qui pourraient être identifiés et dont 24 donateurs qui faisaient partie d'une société savante, exerçant pour la plupart des fonctions à responsabilité. Je prendrai l'exemple d'Adolphe Dion, qui fut président de la Société historique et archéologique de Rambouillet et de Yvelines, ou de Jacques Levron, qui fut vice-président de la commission départementale des sites de Seine-et-Oise. Au travers de ces ensembles, il est intéressant d'identifier et de saisir les différents réseaux de pouvoir formés par les membres des sociétés savantes en présence en Seine-et-Oise de la fin du XIXe siècle au début du XXe siècle. Donc le réseau est vraiment important puisqu'en fait c'est le croisement aussi de personnalités politiques, des élus, des députés ou encore des membres de la haute administration, qu'ils soient ambassadeurs, chefs de bureau au sein de ministères ou sous-préfets, de la magistrature, comme par exemple les procureurs impériaux au XIXe siècle, ou encore de grands propriétaires. Ces réseaux de pouvoir sont aussi des réseaux de sociabilité, de relations, qui forment par des échanges de correspondance ou de publications, Car bien souvent, une même personnalité peut être membre de plusieurs sociétés. Voilà, donc on peut avoir de nombreux membres qui pratiquent cette multi-appartenance à des sociétés d'histoire locale ou à des sociétés des sociétés savantes. Au tournant du XIXe siècle, il s'agit bien souvent aussi de répondre à un besoin d'engagement personnel. Cette approche va ensuite être dépassée par la nécessité de prolonger des activités professionnelles par des recherches personnelles, permettant tant un approfondissement scientifique que la mise à disposition de connaissances auprès d'un potentiel réseau de relations formé par la société historique. Puis, l'étude du local sera aussi motivée par la préservation de la mémoire, du récit local, de la description d'un patrimoine qui lentement disparaît du regard et de la connaissance. La mutation des territoires et des structures économico-sociales liées à la transformation industrielle et aux bouleversements provoqués par les guerres font monter en puissance une nouvelle conscience patrimoniale. L'érudit local devient l'allié des institutions patrimoniales par son action. Il participe pleinement à la constitution du socle mémoriel. Ainsi, le fonds d'érudits est avant tout un ensemble de pièces généralement diverses, visant à l'étude et à la préservation du patrimoine ou de l'histoire locale. Ce sont des ensembles bien souvent très hétérogènes, plus proches de la collection que du fonds à proprement parler. Il s'agit d'un assemblage souvent de pièces isolées, regroupées autour de thématiques, porteuses d'intérêts particuliers pour celui qui les compose. Nous avons donc trois grands ensembles, nous avons essayé d'identifier trois grands ensembles de production. Donc une partie collection, organisée donc par thématique, documents ou objets, et puis bien évidemment des ensembles de bibliothèques, et les recherches même de l'érudit, donc sa production propre. Ces ensembles sont d'un très grand intérêt, tant pour les institutions que pour les services d'archives, comme pour tout historien, car ils permettent de découvrir la profondeur d'un territoire, d'aiguiller des recherches vers d'autres fonds d'archives administratives ou encore de distinguer de nouvelles pistes d'investigation historique. J'en viendrai maintenant au second ensemble documentaire qui me semble important et qui va répondre à certains éléments que vous avez pu percevoir dans la première intervention, qui sont composés des monographies communales conservées dans la série T des archives départementales des Yvelines, et elles sont réalisées par les instituteurs à la fin du XIXe siècle. Pourquoi assimiler cet ensemble un petit peu particulier au fond des érudits et des sociétés savantes ? Déjà par leur forme, parce qu'ils sont le support d'une démarche d'érudition en contrepoint. Il s'agit aussi d'une démarche descendante, d'une volonté nationale de constituer l'histoire à partir de la somme des histoires locales. L'intention sous-jacente est supérieure, c'est celle bien évidemment d'asseoir l'école de Jules Ferry dans le parcours républicain, l'instituteur devenant clé de voûte de la République, personnalité légitime et compétente. Les monographies d'instituteurs ont été réalisées dans le cadre des expositions universelles, et en particulier celles de 1889 et de 1900. Elles ont souvent été amorcées aussi à des périodes antérieures, mais et poursuivies après de façon plus épisodique, jusque dans les années 1920.
La très grande majorité des monographies communales que nous conservons ont été réalisées pour l'exposition universelle de 1900. Le but, essentiellement politique, était de démontrer l'efficacité des instituteurs dans l'enseignement de l'histoire et de la géographie, facteur clé pour l'attachement à la patrie et aux valeurs de la République. Les monographies sont rédigées sur un même plan, avec une première partie géographique, historique, situation géographique, climat, histoire locale, biographie des personnages remarquables, liste des personnalités locales, économie, sites patrimoniaux. Puis une seconde partie consacrée à l'école elle-même, à l'instruction mise en œuvre. Pour ce faire, des modèles préimprimés étaient distribués pour guider la rédaction. Cet exercice vise aussi à démontrer et à maîtriser l'uniformité du territoire, l'histoire dans les premières parties pouvant être extrêmement détaillée et assortie de plans de dessin. Je vous inviterai à consulter notre site internet où toutes les monographies communales des instituteurs sont numérisées et mises en ligne dans nos séries thématiques. Je reprends ici l'introduction de la circulaire relative à l'enseignement de l'histoire et de la géographie locale du 25 février 1911 pour justement vous donner un éclairage sur l'intention. C'est un fait malheureusement trop certain que la plupart des élèves et un trop grand nombre de Français ignorent presque tout entièrement tout ce qui a trait à la géographie et à l'histoire de la commune, du département où ils sont nés et de l'ancienne province dont ce département faisait partie avant la Révolution. Il y aurait cependant le plus sérieux avantage à ce que tous connussent bien la physionomie particulière de la terre natale, ses ressources, les coutumes et les mœurs de ses habitants, leurs traditions, contes, proverbes, légendes, le rôle qu'elle a joué dans le passé, les citoyens éminents qu'elle a enfantés. On est d'autant plus attaché à son pays qu'on a de nombreuses raisons de l'aimer, de s'y sentir en quelque sorte solidaire des générations disparues, de l'amour du sol natal, comme je le disais à la Chambre des députés, et l'amour du sol natal, comme je le disais à la Chambre des députés, est le plus solide fondement de l'amour de la patrie. Faire l'histoire du local, c'est aussi faire nation. Alors, comment passe-t-on de l'histoire locale aux archives départementales ? Les archives départementales restent un gisement documentaire essentiel pour retracer l'histoire des institutions, de l'espace, des populations et des Yvelines en particulier. De nombreux angles épistémologiques peuvent être abordés au travers des descriptions contenues dans les instruments de recherche ou à partir des informations contenues dans les documents que nous conservons. Les archives départementales sont un terrain de jeu idéal pour tout chercheur qui souhaiterait commencer à appréhender le local, et avec dans notre cas un exercice un petit peu particulier, qui est la compréhension de la réorganisation de l'espace de l'Île-de-France, avec la création en 1964 et puis sa réalisation en 1968 des départements de la Grande Couronne et Petite Couronne. Donc en fait, quand on travaille sur le territoire des Yvelines, on a un exercice préalable de remaillage de ce que fut la Seine-et-Oise. Et donc travailler sur les Yvelines, c'est aussi travailler à la mode de la Seine-et-Oise pour retrouver son information. Toutes les activités des archives départementales des Yvelines sont orientées pour mettre à la disposition le matériau nécessaire à la recherche historique, en collectant certes les archives administratives, notre rôle et notre mission première, mais bien souvent des éléments inédits aussi et essentiels à la juste connaissance de l'histoire territoriale ou institutionnelle, reposant sur une collecte qui doit nous permettre de collecter vraiment des fonds référentiels. Ces fonds constituent le fondement même d'une capacité future à rendre compte de droits, de fonctionnement, de politique et d'histoire individuelle, au parcours souvent chaotique ou meurtri. Le traitement et la mise à disposition, que nous souhaitons la plus rapide possible, est au cœur de nos politiques patrimoniales. Après la description, le conditionnement et puis bien évidemment souvent, nous numérisons aussi les fonds pour une mise à disposition très large sur notre site internet. Et donc, un effort supplémentaire est aussi porté à la communication, à la diffusion et à l'accès aux archives. Il est toujours pensé dans la perspective d'être utilisé par de nombreux publics, alors les publics bien évidemment de connaisseurs et d'amateurs, mais bien aussi le public le plus jeune et le plus large possible.
avec bien évidemment des dispositifs d'accompagnement, puisque ce matériau que sont les archives n'est pas un matériau simple. Et donc c'est là que le lien avec les sociétés d'histoire locale est aussi fondamental. Dans un relais mutuel que nous pouvons s'apporter. Je prends ici l'exemple du concours du jeune historien porté par la Fédération d'histoire des Yvelines, ou encore l'utilisation que les associations, cercles et fédérations peuvent faire de nos espaces, comme le fait le cercle de généalogie de Versailles. L'exemple du concours du jeune historien est particulièrement appréciable, puisqu'il y a une belle collaboration qui s'est mise en place, et donc un accompagnement mutuel pour la meilleure réussite à ce concours. Par ailleurs, de nombreuses collaborations peuvent être envisagées autour d'outils que nous proposons. Je prendrai 2 exemples. EVA est une application d'enquête géolocalisée que nous avons mise en œuvre et qui permet de construire à sa disposition et à la disposition de tous des parcours à la fois ludiques et instructifs autour du patrimoine. Et le deuxième exemple, un petit peu plus spécifique, c'est notre wiki, que nous avons rebaptisé le Lab Archive. Alors c'est un wiki que vous connaissez peut-être, puisqu'en fait c'est notre ancien wiki 14-18 que nous avons retravaillé. Et donc c'est un outil collaboratif qui devrait prochainement voir le jour et qui permettra aussi de constituer des bases de connaissances partagées pour la publication soit d'éléments de recherche qui peuvent être courts ou d'articles plus détaillés. Donc les archives départementales sont un outil à votre service, un espace d'expérimentation de l'histoire locale et un moyen aussi pour valoriser des projets. Au-delà des liens institutionnels que nous pouvons développer, je pense aussi qu'il est important que ces échanges que nous tissons soient des vecteurs de préservation du patrimoine. Nous avons les mêmes enjeux à cœur, conserver les traces les plus éminentes de notre patrimoine et les mettre à disposition du plus grand nombre. Vous disposez d'une connaissance unique et vous êtes à la fois détenteur d'archives privées que votre attention et vos soins ont sauvegardé d'une destruction fort certaine. Plus le temps passe, plus ces collections et identifications de gisements deviennent difficiles. D'autant plus que l'on constate un glissement sur les capacités à accéder à l'écrit papier, que ce soit écrit en français, voire même du français manuscrit récent. J'avais le témoignage d'étudiants, donc une vingtaine d'années, qui avaient de plus en plus de mal à lire des lettres écrites au début du XXe siècle. Donc on a une relation à l'écrit et à l'écrit manuscrit de plus en plus complexe. Et donc je pense que nous avons maintenant développé une confiance mutuelle pour imaginer de nouveaux modes de préservation de ces ensembles fragiles. Et nos portes, bien évidemment, vous sont ouvertes. Nous pouvons rester classiques en accueillant vos archives privées, mais nous pouvons aussi développer des nouvelles idées. Je prendrai ici l'exemple que nous avons développé avec la Chari, autour de la presse ancienne. Donc, depuis quelques années, nous avons lancé des opérations de collecte de la presse ancienne. Alors, c'est une collecte numérique. Nous recomposons des ensembles numériques de cette presse locale ancienne. Et donc, l'année dernière, nous avons, grâce à la Chari, pu continuer cette numérisation de presse fragile. Alors, c'est une presse qui n'est pas conservée à la BNF, bien évidemment, puisque nous travaillons en parfaite complémentarité avec la BNF. Ce qui est fait à la BNF n'est pas dupliqué chez nous. Loin de là, au contraire, on renvoie sur Gallica dès que les ensembles sont réalisés. De la même façon, nous avons travaillé avec l'association des amis d'Ivan Tourguenieff, Pauline Viardot et Marie-Alama Librand pour préserver en fait le fonds papier, mais pas que, enfin papier historique de l'association, composé de multiples gravures, de multiples photographies aussi et d'écrits très précieux qui étaient très fragilisés dans des vitrines. Donc on les a accompagnés pour numériser complètement ce fonds. Et donc il est aussi à nouveau, alors bien évidemment chez eux, sur site et conservé, présenté, mais aussi mis à disposition sur notre site internet en ligne avec les outils de recherche croisés que nous pouvons mettre à disposition. Alors, de la même façon,
à date, et on a bien abordé cette question dans la première intervention, désormais, ces objets documentaires que sont les recherches historiques n'existent plus que sous forme électronique. Et donc c'est aussi cette sauvegarde de ces travaux numériques, vos recherches individuelles ou vos travaux collaboratifs auxquels il faut veiller. Les formes électroniques sont souvent très fragiles, encore plus fragiles que les ensembles papier de vos prédécesseurs que je vous ai présentés au début de l'intervention. Voilà, donc le but est maintenant de préserver ce patrimoine et mettre en valeur votre action sur le temps long. L'écrit électronique, nous devons faire face à de nouvelles fragilités et distinguer de nouvelles formes de préservation. Nous devons nous poser des questions autour de cet écrit électronique, des questions qui sont de l'ordre du scientifique et de l'intellectuel. Est-ce que c'est un brouillon? Peut-on facilement distinguer la forme finale d'un document? Qui est celui qui doit faire la sélection de l'objet? L'érudit, l'archiviste? Comment travaille-t-on ensemble à cette sélection? Où sont conservées ces formes numériques? Sur un ordinateur? Dans le cloud, pourquoi pas, si vous disposez de systèmes ou si vous avez utilisé des outils collaboratifs. Comment et combien de temps je vais avoir accès à cette information numérique? À cet enchevêtrement de questions vient s'ajouter désormais un nouveau risque qui est celui de la cyberattaque. Et face à cette perte possible, naturelle ou agressive de nos données, il est désormais intéressant d'aborder la question de l'archivage électronique des documents numériques privés. C'est bien le fait d'avoir archivé ces données qui non seulement les sauvent, mais en fait qui en font des ensembles référentiels. Dans le contexte grandissant des fake news et de la lutte informationnelle, les archives font office de tiers de confiance. L'information y est fiabilisée d'un point de vue technique, par des capacités à tracer les ensembles et les événements produits dans un système d'archivage électronique, et aussi d'un point de vue métier, l'archiviste garantissant par sa pratique la provenance de l'information, sa description, sa contextualisation, les éventuelles lacunes ou les manques dès lors qu'ils sont repérables. À date, nous sommes en train de finaliser un système d'archivage électronique, et cet nouvel outil essentiel pour être vraiment ce vecteur de conservation des archives privées numériques, comme il doit l'être pour les archives administratives. Les archives privées, c'est un peu le sel et le poivre des archives. C'est ce qui va donner du goût, c'est ce qui va donner de la profondeur et de la vie aux archives. Et dans l'univers électronique, cette part d'immatérialité, de sensibilité qui font de l'archive le prolongement de la vie, le prolongement d'une tranche de vie, va être très compliqué à rendre compte. Le très faible archivage numérique au regard de l'immense production de données des administrations et des organismes assurant une mission de service public interroge encore sur notre capacité à se maintenir comme une démocratie forte. Il est difficile d'assurer désormais une capacité à rendre compte de l'action publique, de conforter la reconnaissance des droits des individus, sachant que bien souvent, dans l'application du RGPD, mal comprise, de gros ensembles sont supprimés, alors qu'ils pourraient être archivés. Je me permets de rappeler ici les termes de la Déclaration universelle sur les archives. Les archives consignent les décisions, les actions et les mémoires. Les archives constituent un patrimoine unique et irremplaçable, transmis de génération en génération. Les documents sont gérés dès leur création pour en préserver la valeur et le sens. Source d'informations fiables pour une gouvernance responsable et transparente, les archives jouent un rôle essentiel dans le développement des sociétés, en contribuant à la constitution et à la sauvegarde de la mémoire individuelle et collective. L'accès le plus large aux archives doit être maintenu et encouragé pour l'accroissement des connaissances, le maintien et l'avancement de la démocratie et des droits des personnes, de la qualité de vie des citoyens. Le rôle et la place des archives est prévalent pour toute société qui souhaite promouvoir un état de droit et une démocratie. Sans les archives, pas de droit, pas de démocratie. Une société sans mémoire peut-elle être réellement démocratique? Comment ensuite faire un projet, le projet d'une nation, reposant sur la tolérance et le respect des libertés? C'est pourquoi, et c'est ici que je vous invite à faire mémoire ensemble. Je vous remercie.